à tous, c'est Arma, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On va parler FOMC aujourd'hui. Ce sera bien sûr ce soir sur les coups de 20h heure française, heure de Paris. On va en parler un petit peu ensemble. Est-ce que ça s'était déjà produit par rapport à ces remontées de taux successifs mensuellement? La réponse est oui. On va revenir un petit peu dans le passé parce qu'on sent beaucoup de nervosité sur les marchés financiers, c'est normal. On est en train de casser les premiers rarés, notamment sur le S&P 500. Mais bien évidemment, on attendra la clôture en weekly. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur Bitcoin. On fera quelques aussi allers-retours avec TRX qui a perdu près de 15% dans la journée par rapport à un tout petit dépeg vis-à-vis de l'USDD. Donc soyez extrêmement vigilants. On va en parler maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord de Déroute du marché. Vous trouverez le lien directement dans la description de cette vidéo. Dans l'onglet documentation, vous y trouverez une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Que ce soit sur le court, moyen, long terme ou très long terme, ça marche aussi bien sur les marchés crypto que sur les marchés traditionnels. Et aujourd'hui, cette stratégie, bien évidemment, prend tout son sens. On commence tout de suite avec Bitcoin. On m'avait fait pas mal de demandes par rapport à le hedge opposition, comment on fait si on a loupé le train, pour celles et ceux qui sont dans une forme de nervosité, qui n'ont plus en fait envie de voir leur portefeuille se déprécier, mais qui n'ont pas non plus envie de capituler comme une grande partie aujourd'hui de la population qui détiennent des cryptoactifs ont capitulé aujourd'hui ou hier. On va le voir ensemble. Il y a eu une petite note notamment sur Glassnode. C'est intéressant, ça a beaucoup fait de bruit sur pas mal d'influenceurs et pas mal de mes confrères. Donc est-ce que c'est plutôt positif? Oui, pour ceux et celles qui sont encore là. Moins positif, malheureusement, pour ceux qui sont malheureusement partis de ce marché ou qui se sont tout simplement fait liquider. Très très difficile, bien évidemment, d'acheter ce marché à contre-tendance. C'est pas l'objectif et vous avez des petites réflexions, si vous voulez, par rapport à un suivi de tendance. Moi, j'aimais bien me mettre en 4 heures, donc vous l'avez, vous pourrez faire cet exercice-là, de revenir dans le passé. Je l'ai fait tout à l'heure, ça fonctionne extrêmement bien. Je vais venir juste sur du court terme ici. Vous allez chercher en fait des structures de retournement de marché, généralement dans la time frame supérieure. Donc si vous voulez trader en daily ou être ou dans la tendance en daily, il faut vraiment regarder ce qui se passe en weekly. Si vous êtes sur le coup d'une structure et d'une tendance haussière en weekly, malheureusement, il ne faut pas être baissier en daily, parce que ça veut dire que vous serez contre-tendance. Et l'objectif, ce n'est pas être contre-tendance. Pourquoi? Puisque la tendance est votre ami. Donc ça, c'est extrêmement important. Dès lors, on ira chercher tout simplement des structures ici en M-top, en daily, qui permet en fait de trader en 4 heures en tendance, donc tendance baissière, tout simplement. Dès lors, vous allez chercher, j'aimais bien faire ça, je vais vous le montrer, mais c'était quelque chose que j'avais initié il y a quelques années. Ça marchait plutôt bien pour moi. Je prenais uniquement les clôtures de bougies en 4 heures et j'allais chercher par rapport à des précédents tops des retracements jusqu'à ce qu'on vienne sur mon premier arrêt. Donc par exemple, je vais le prendre ici. Dès qu'on vient sur mon premier arrêt sur une clôture, à ce moment-là, je continue à baisser, je continue à baisser. Ici, il n'y a pas. Vous voyez qu'on ne vient pas chercher mon premier arrêt. Je continue, je continue, je continue. Ici, on ne vient pas chercher mon premier arrêt. Je continue, je continue, je continue. Ici, on vient exactement chercher mon premier arrêt 3,82. Dès lors, je prends un short ici de tendance et non pas de contre-tendance. Pourquoi? Puisque la dynamique en fait est baissière en daily. Intéressant l'histoire. Très bien, je prends un short ici et je reprends en fait la même initiative. L'objectif, tant qu'on ne vient pas à casser le premier arrêt, c'est quoi? C'est de faire un nouveau plus bas. Dans cet adage, on peut encadrer tout simplement des trades dans la tendance. On fait exactement la même chose ici. On va chercher mes clôtures de bougies. On va chercher le premier arrêt ici, non, parce que là, il y avait la clôture de bougie, non. Ici, non. Ici, oui. Ici, je peux éventuellement encadrer un trade. Je prends un short juste là, toujours dans la tendance. Donc le premier arrêt ne cède pas. Dès lors, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus bas. Si vous prenez un trade ici, vous prenez un stop au-dessus de la structure, ou un tout petit peu plus en avant, puisque vous êtes un peu plus, entre guillemets, vigilant ou réservé, bah derrière, vous n'êtes tout simplement pas inquiété. C'est intéressant. Ça a très très bien fonctionné, en fait, depuis toute cette dynamique baissière. Vous pouvez le chercher beaucoup plus bas. Vous revenez très généralement chercher un premier arrêt pour derrière aller craquer, tout simplement. Et on fait exactement la même chose. On continue. On prend ici. Alors, je l'avais pris juste avant, pardon. On va le prendre là. Clôture de bougie. Et on va chercher un premier arrêt, tout simplement. Ici, on l'a pas. Ici, on l'a pas. Ici, on l'a pas. Ici, on l'a toujours pas. Ici, on l'a toujours pas. Ici, on l'a toujours pas. On va le prendre tout en bas. Juste là par rapport à cette clôture de bougie. Derrière, on vient, mais c'est vraiment à quelques mouches ici
juste en dessous d'un prix de voilà, 32 500 $. Vous vous rappelez quand on y était, on avait des magnifiques structures en daily qui avaient été clôturées. Malheureusement, on est ravalé, basta. Dès lors, on peut continuer. Alors, c'était extrêmement difficile de, entre guillemets, travailler ce triangle de contraction, mais la tendance est toujours notre ami. Dès lors, je vous avais dit dans la vidéo précédente que ce type de structure, en fait, tend à toujours résoudre par le bas. C'est la probabilité. Mais ce n'est pas une grosse probabilité. Toutes les patterns, les falling wedge, les raising wedge, les triangles de compression, les canals descendants, les biseaux, etc. d'élargissement, généralement, en fait, suivent une tendance. Voilà. Et là, dans le cas, malgré les time frames que nous avions donnés précédemment, c'était bien une tendance baissière. Dès lors, on peut reprendre exactement la même idée. On reprend par rapport à ce H4, juste ici, et on va chercher les clôtures. On continue. Alors, c'était ici, ici toujours pas, ici toujours pas, ici toujours pas. Ici, j'ai mes bottoms, entre guillemets, qui sont toujours provisoires. Même petit truc ici, ce sont des bottoms provisoires, tout simplement. Et maintenant, j'attends quoi? Le premier arrêt. 26 000 $. Formidable. Dès lors, si vous voulez arrêter, entre guillemets, l'hémorragie, vous pouvez éventuellement encadrer de façon maîtrisée avec un risque management parfaitement maîtrisé, aux alentours de 10%. Si vous avez un capital de 10 000 $ que vous voulez protéger 1000 € ou 1000 $ en levier x10, vous le mettez au-dessus des précédentes structures. Techniquement, on ne devrait pas remettre en cause juste ici les 28 374 $ si on est bien, entre guillemets, baissier, sinon ce serait potentiellement une réintégration de range. Les réintégrations de range dans une dynamique baissière ne sont pas baissiers, c'est plutôt bullish pour le coup. Okay, et vous allez stargater, entre guillemets, l'infini. Pourquoi pas? Jusqu'à temps, entre guillemets, que vous ayez quoi? Une retournement de tendance potentiellement en daily qui vient casser le premier arrêt. C'est super important. L'invalidation de ce scénario serait potentiellement les 32 500 $, puisque je reprends systématiquement mon premier arrêt de la précédente contraction, ou la précédente, le précédent mouvement. C'était la méthodologie que j'utilisais, ça marchait plutôt bien. Vous pouvez l'utiliser très très souvent. Je rappelle aussi que les queues sont généralement menées à être mangées, donc si vous vous êtes pris ici et derrière, entre guillemets, on vient rechercher là, l'objectif c'est pas de couper, c'est de garder son stop, puisque l'objectif c'est pas de gagner de l'argent, mais c'est surtout de ne pas en perdre. Et si vous revenez ici clôturer au-dessus du premier arrêt, techniquement vous avez la structure. C'est exactement ce qui s'était passé ici. Derrière on a une structure. Malheureusement c'est un head fake, donc on reprend en fait une dynamique baissière en daily. Bon, on l'avait annoncé ici, il n'y avait pas de problème avec ça. C'était douloureux, mais c'est comme ça, malgré qu'on ait un magnifique W en weekly. Ici on est bien revenu chercher, entre guillemets, les queues, etc., 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 et vous l'avez aussi dans le passé. Voilà, c'était juste en fait pour vous donner une piste de réflexion par rapport à qu'est-ce qui pourrait se passer si jamais ici on vend tout. Techniquement, il y aura probablement un petit rebond technique, sauf s'il y a vraiment des mauvaises nouvelles au niveau du MSOEPC, mais on va en parler ensemble. Je pense que c'est extrêmement important. Et puis derrière, vous pouvez chercher généralement, et ça c'est intéressant, je vais passer en daily, mais vous allez beaucoup mieux le voir, juste là, on va essayer d'être clair. Quand en fait vous êtes invalidé par rapport à votre scénario, de tous ces petits, entre guillemets, retracements, même ici il y avait un retracement, derrière vous avez un W weekly, ça repart, vous cassez votre ligne, entre guillemets, de coup, juste là, et vous venez pinguer quoi? Un 0,618, donc classe éco, mais pile sur des 0,618, de tout le précédent mouvement. Derrière, dead cat band, dead cat band, trop de vendeurs à découvert. Derrière, on fait un nouveau sommet formidable. Le marché a toujours raison et le marché ira chercher là où c'est le plus rentable pour lui, notamment. On peut éventuellement encadrer exactement la même chose sur ce tout petit retracement-là. Et ce qui était intéressant, c'est que nos 0,618, je vous le fais en 1000, c'est juste là. Je prends toujours les clôtures en H4. Hein. D'accord, je ne prends pas la mèche, je prends vraiment la clôture en H4. Donc s'il y a une clôture en H4 plus bas, je descendrai éventuellement mon FIBO, mais mon 618 vient exactement sur les 37 967,80 $. Rappel de la target de JP Morgan, 38 000 $. Confluence, bizarre, étonnant. Ok, donc voilà pour ça. Donc c'est potentiellement toujours une target que je vise hein, sur le plutôt court moyen long terme, plutôt court terme pour le coup, mais on ira très probablement chercher au minimum, on touche de bois bien évidemment, avant de faire de nouveau plus bas, les 26 000 $, entre les 25 000 et les 26 000 $, au moins pour aller sortir quelques vendeurs à découvert qui n'ont jamais bien évidemment été inquiétés. Mais tout sera canalisé par le FOMC. Je pense qu'il ne se passera potentiellement pas grand-chose aujourd'hui, ni dans la nuit, puisqu'en fait on attend tout simplement le FOMC. Ça c'était super important. En parlant de ça, il faut vraiment qu'on prenne un petit peu de recul par rapport à ce qui s'était déjà passé précédemment. Je vous ai fait juste un tout petit travail sur le S&P 500, donc je l'ai fait sur une autre charte x2 divisé par 2, comme ça vous avez exactement la même chose, parce qu'en fait, cette situation psychologique s'est déjà produite, c'était en 2018. En fait, c'était fin 2018, début 2019.
On avait commencé, entre guillemets, avec un choc pétrolier en 2014, rappelez-vous, par rapport à l'annexion de la Crimée. Donc il y avait eu quelques retentissements par rapport à tout ce qui pouvait se passer vis-à-vis du pétrole russe, du gaz russe, etc. Il y avait déjà eu des sanctions, et les premières sanctions sont apparues ici, donc ça fait quasiment 10 ans aujourd'hui que le peuple russe vit avec des sanctions, et on commence de plus en plus à le voir, et on le comprend maintenant sur les chaînes d'infos qui parlent de ce type de thématique. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte? En réalité, les problèmes, on les résout par les mêmes solutions. C'est systématique en réalité. Donc on a redemandé entre guillemets à l'OPEP et notamment à l'Arabie Saoudite d'augmenter ses capacités de production. Il y a notamment des villes en Chine qui seront pas livrées et on va plutôt livrer entre guillemets les pays européens, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Bref, le bonheur des uns fait le malheur des autres, vous comprenez un petit peu l'idée, ou le contraire. Donc il y a des choses qui sont mises en place pour tenter, et c'est une injonction de Biden, de faire descendre en fait le prix du WTI. Ça c'est super important, parce que ce qui canalise aujourd'hui l'inflation, c'est clairement tout ce qui est sur le pétrochimique. En fait, le pétrole touche absolument tout aujourd'hui dans notre consommation. Ça touche les médicaments, ça touche le plastique, ça touche les voitures, ça touche les déplacements, ça touche l'énergie de façon extrêmement globale, et tout ce qu'on touche, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, tout ce qu'on regarde, ce n'est que énergie. Et aujourd'hui, la très grande partie de l'énergie qui est utilisée pour avoir ces biens de consommation, c'est grâce au pétrole, ou par le biais du pétrole. Voilà, donc ça c'est super important. Donc c'est quelque chose de fondamental. Derrière, on avait eu déjà en fait ce type de FUD, c'était ici. Je peux vous reprendre pas mal comment ça s'appelle, d'historique entre guillemets. Et on avait eu cette remontée des taux, c'était entre 2008. Donc on avait commencé le quantitative easing, notamment à la Banque centrale fédérale aux États-Unis à partir de 2018, donc 2015 ici, remontée de taux. Donc plus 25, plus 25, plus 25, plus 25, plus 25, juin, décembre, mars, juin, septembre, plus 25, jusqu'à arriver en réalité, c'était ici exactement décembre 2018, pardon, entre 2,25 et 2,50. L'inflation à ce moment-là était quasi nulle. En réalité, elle était aux alentours des 2, 1,5, 2, avec des taux d'intérêt aujourd'hui sur les bons des traders qui étaient aux alentours des 2,50, ce qui était en fait extrêmement important. Aujourd'hui, la remontée des taux ne fait que canaliser en réalité une situation émotionnelle et non pas une réalité économique. Pourquoi? Puisque ce n'est pas en envoyant votre argent sur les bons des traders que vous allez gagner de l'argent pour contrer l'inflation. C'est une fausse bonne idée en réalité. Donc ils essayent par des mécanismes qu'ils ont en leur possession, notamment à la Banque centrale, à la Fed et notamment à la Banque centrale européenne, pour pouvoir contrer cette envolée de l'inflation, notamment dans nos contrées, c'est complètement logique. Donc ils utilisent tous les moyens qui sont mis à leur disposition, en veillant bien évidemment à ne pas en fait faire vaciller les marchés. Mais de là à dire qu'aujourd'hui on va pousser en fait un plus 0,75% alors qu'on avait plutôt annoncé du 0,25-0,50, que le consensus en l'espace d'une semaine par rapport aux chiffres de l'inflation qui étaient un tout petit peu supérieurs aux attentes, c'était pas délirant. C'était 8,3 je crois, on est à 8,6 et par rapport aux biens de consommation hors énergie et hors alimentaire, on était à 6 au lieu de 5,9. Donc oui, il y a une augmentation, mais dans un sens c'est en déclin, dans l'autre sens c'est très faiblement en croissance. Je ne pense pas que ça justifie aujourd'hui une augmentation des taux de la Fed de plus 0,75%. Et généralement, ce n'est pas des rumeurs en réalité qui font les décisions de la Fed. C'est faux. Généralement, on les a, ces informations, et on les a bien avant. Ça veut dire que Powell, il aurait dû nous prévenir pour dire ça sera malheureusement, ce sera probablement plus important de ce qu'on pensait, etc. Il n'y a pas eu de communication dans ce sens-là. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc, il y a une forme comment on dit ça, d'anxiété généralisée, notamment sur les opérateurs du marché, ce que je peux comprendre puisque c'est extrêmement difficile. On travaille actuellement sur les supports et c'est difficile pour des petits portefeuilles comme dans de très gros portefeuilles ou des fonds d'investissement. C'est complètement logique. Est-ce qu'on est dans le bon côté du trade ou est-ce qu'on est dans le mauvais côté du trade? Aujourd'hui, c'est quasiment du pile ou face. Et on tend à penser que c'est en fait, ça tient à la bouche de Powell. Je ne pense pas. Je pense que nous allons avoir quelque chose de complètement cohérent par rapport à ce qui s'est passé le mois dernier. Je ne pense pas qu'on aura du 0,75. Mais ça ne regarde que moi et c'est quelque chose de très personnel que je vous partage. On aura bien sûr la réponse tout à l'heure, mais je pense qu'on aura quelque chose qui sera complètement dans les attentes de la Fed et non pas dans les attentes du consensus. Vous l'avez ici en fait le consensus. C'est extrêmement simple. Vous aviez en fait
juste ici, il y a un mois en arrière, vous avez 13% de chance que c'était 0,50, 0,75, donc ça c'est le taux directeur à 10 ans. Après, le week-end du 7 juin, c'est passé à 3,9. Après, il y a un jour, donc c'était avant-hier, 34 et maintenant 95% de chance au niveau de les probabilités. C'est le consensus en réalité qui part sur cette augmentation-là, 0,50, 0,75. Et en réalité, vous étiez beaucoup plus dans les attentes en début du mois. Et on continue à écraser, à écraser. Et en réalité, c'est cette incertitude-là qui fait vaciller le marché. En tout cas, c'est ce qu'on s'accorde à dire. FUD ou pas FUD, vrai ou pas vrai. Sell the rumor, buy the news. C'est potentiellement ça qui va se passer dans les prochains jours. Ok. Et pourra potentiellement avoir une jolie clôture en weekly au-dessus des 3800 points. C'est en tout cas ce que je vise. Je déconseille de le jouer sur un rebond technique à levier, bien évidemment. C'est très important. On ne joue pas en fait les contre-tendances, c'est extrêmement compliqué. Donc ça c'était important, je voulais vraiment vous refaire un petit peu cette idée-là, mais j'aimerais qu'on reprenne également, donc par rapport en fait à toutes ces augmentations de 0,25, 0,25, 0,25, 0,25, et après il y a eu le crack Covid, donc moins 1, moins 1%, moins 0,50, on était revenu sur des taux 0, voire des taux négatifs, et on reprend en fait depuis mars 2022, 0,25, puis 0,50, actuellement on est entre 0,75 et 1, et l'objectif c'est de passer entre 1,25 et 1,50, et non pas 1,50 et 1,75. Je pense qu'on en fait des tonnes par rapport à ce qui pourrait se passer, mais je pense que le marché aujourd'hui est dans une situation émotionnelle si élevée, un fear and greed, que ce soit sur les marchés traditionnels, Wall Street, le VIX ou sur les cryptoactifs, est partout pareil, c'est extrêmement élevé, et généralement c'est la Fed qui refait tomber la tension par rapport à ça. Et comment elle fait retomber la tension? En appliquant scrupuleusement ce qu'ils ont décidé de faire, tout simplement. Et ce qui se passe lorsque ça ne va pas, il se passe ce type de choses. En 2018, on est passé de plus 25 à moins 25, moins 25, moins 25. Mais à ce moment-là, on ne parlait pas de Covid. En réalité, on redescendait les taux. Oui, l'inflation n'était pas aussi élevée à ce moment-là. Je ne dis pas du tout le contraire. On n'avait pas encore subi le choc au niveau du Covid. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc on est en train de payer le pot cassé. Il y a une inflation, entre guillemets, qui est... C'est pas déguisé, mais c'est subi, mais pas subi seulement, et ça c'est vraiment les mots qui ont été utilisés par, je vais pas dire une bêtise par rapport à la Fed, mais par beaucoup d'économistes de renom. Ce n'est pas la faute de la planche à billets, donc il y a le camp bleu, il y a le camp rouge, hein, vous avez compris un peu l'idée, c'est la faute du conflit géopolitique en Europe avec la Russie et l'Ukraine, par rapport au blocus et par rapport aux embargos notamment sur le pétrole russe, etc. Donc choisissez votre camp. Pour moi, j'en ai pas. Je pense qu'on est tous dans le même bateau et tout est plus ou moins lié. En réalité, les hystéries et les situations émotionnelles extrêmes ne sont pas liées par une seule chose fondamentale. C'est une succession d'événements ou une succession de news fondamentales qui viennent à faire vaciller, faire monter cette anxiété. Ça, il faut vraiment le comprendre. Un petit peu comme Bitcoin, si vous aviez en fait du Terra Luna, Terra Luna ça a fait vaciller le marché, plus l'inflation, plus les cryptos c'est peut-être en fait de l'arnaque, plus tout ce que vous voulez, et c'est en fait c'est des canaliseurs, des catalyseurs et d'amplification des hausses comme des baisses. On avait des amplificateurs de hausse pendant 2020-2021 avec Grayscale, avec Elon Musk, avec MicroStrategy qui achetaient de façon extrêmement forte. Là on a plutôt en fait les catalyseurs mais à l'inverse. Donc quand on regardera ça dans 3 ans, on verra ça que d'un point de vue technique, analyse chartiste, et on dira, voilà, on est revenu sur le FIBO 778, ou sur le 666 de ma EMA 200 que j'utilise, ou EMA 200, ou EMA 100, ou EMA 50, ou EMA 23, ou 124. Alors, chacun fera un petit peu près comme il voudra, mais en réalité, on ne se rappellera très probablement plus de la situation émotionnelle dans laquelle on est aujourd'hui. Vous peut-être, mais ceux qui n'y étaient pas ne le savent pas. Dès lors, je vous envoie en fait faire un tout petit tour entre 2018, février 2018 et 31 2019. La peur de la récession plombe Wall Street. 10 ans après le début de la récession mondiale, l'économie, etc. Une récession, machin. La peur de la récession fait trembler les marchés financiers. Le Brésil s'approche dangereusement de la récession. L'Italie est entrée en récession fin 2018. Les États-Unis risquent de tomber dans une récession en 2020. Il n'y avait que ça à ce moment-là. Il n'y avait que des news comme ça. Finalement, on n'y va pas. On redescend quand même les taux. L'inflation est maîtrisée. Et derrière, ça donne quoi ? Ça donne en fait des espèces de trucs comme ça. On avait partagé ça tout à l'heure, je trouvais ça intéressant. Si vous mettez récession, ça tourne pas mal sur Twitter actuellement. On y reviendra juste après si vous le souhaitez. Récession, on en avait énormément parlé ici, c'était le 11-17 août 2019. Ici, on est en train de l'augmenter extrêmement fort. On avait eu un pic, crack Covid 2020, vous avez compris, mais là pour le coup c'était acté, puisqu'il n'y avait pas de...
Ça ne pouvait pas être différent, bien évidemment. Donc le problème, c'est pas la récession, c'est la dépression, etc. Donc ça a été, entre guillemets, soutenu par les banques centrales mondiales, très bien. Derrière, vous avez en fait un pic ou une espèce de remontée ici au niveau des recherches sur Google Trends, ça me va très bien. Donc si on reprend par rapport à ce précédent ATH, ou point haut, bah, c'était quand en fait le 11 et 17 août 2019 bah, je vous le fais en 1000, 11-17 août 2019. Regardez. 11-17 août 2019. 11-17 août 2019. Pardon. Là. J'y étais pas. Septembre, août. Voilà. Ici. Juste ici. On était exactement là. Donc on avait en fait déjà mangé et pricé entre guillemets la récession quasiment un an avant. Derrière on était ici, que des nouveaux sommets. Ce n'est pas possible. C'est ça la réalité. Ici on était en train de mourir, en train de parler de la récession, etc. Décembre 2018, janvier 2020. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ici en août 2019? C'était le bottom de marché au niveau du cryptoactif, notamment de Bitcoin et de Ethereum, etc. à ce moment-là. Donc on reprend un petit peu de recul et c'est en réalité ça qu'il faut regarder. C'est clairement en fait ce type de choses et on peut reprendre nos structures, tout simplement. On va chercher par rapport au crack entre guillemets de 2008. C'est à peu près ce qu'on peut retrouver par rapport à notre crack Covid. Je vais le chercher juste en haut ici. D'ailleurs, on n'est même pas venu chercher le premier arrêt. Quel est le pourcentage de baisse qu'on a vécu jusqu'à maintenant par rapport à cette frénésie psychologique qui fait trembler les marchés financiers? On va chercher un nouvel ATH parce qu'on était sur des nouveaux ATH, qu'on ne s'y trompe pas. On est perdu exactement 20% 58. Intéressant. Crack Covid, je ne le compte pas. Et on vient chercher 20% 48? Ok. À l'heure où je vous parle, on est à moins 22%. Alors oui, il y a un effet inflationniste, dévastateur, etc. Et en réalité, on est en train de pricer l'incapacité des banques centrales à faire leur travail. C'est ça qu'on est en train de pricer. Ce qui revient, entre guillemets, à se battre et à jouer contre les Américains et contre le gouvernement américain. C'est à peu près ça qui est en train de se propager. C'est une mauvaise idée de parier contre les Américains. Je pense qu'on est potentiellement pas très loin de bottom de marché, et tant que le premier arrêt tient, notamment sur le S&P 500, je pense que le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus haut. Et vous en aviez un paquet, des news comme ça. La peur d'une récession fait trembler les marchés financiers, etc. Également, il y a des choses qui sont très importantes. On reprend par rapport à ce qui s'était passé en 2018. On n'était donc pas rentré en récession. Par contre, à chaque fois qu'on est proche d'une récession, on est quasiment du plein emploi. Aux États-Unis, vous vous rappelez qu'on avait fait cette vidéo-là. Donc il est vrai qu'il y a un chômage relativement bas, notamment en France et en Europe, et un chômage extraordinairement bas, notamment aux États-Unis. Alors on va pas remettre en question au niveau de leurs calculs, chiffres, etc. C'est juste une constatation. L'idée, en fait, c'est d'avoir des fractales, des choses qui se répètent. C'est très important. Donc, potentiellement qu'on l'aura, cette récession. En tout cas, elle avait plutôt été bien annoncée par rapport à Covid et l'impression monétaire. Ça aurait peut-être pu être gérable. Malheureusement, les problèmes géopolitiques ont fait que accélérer les problématiques, tout simplement. Et le marché tente de le pricer. Ni plus, ni moins. Ça, c'était super important. Et le problème, c'est là, ok. Ça, c'était la première chose que je voulais vous parler. Ok. On va pas revenir sur le marché, on l'avait partagé. Juste par rapport à Bitcoin, vis-à-vis des boards de Bollinger. Parce qu'on a tendance à penser, ou à pas forcément à penser, pour le coup. Je vais rester là-dessus et puis je vais aller vite parce que je voulais vous parler aussi de Tron. Vous avez un tout petit dépeg vis-à-vis du USDD, donc on en a parlé pas mal dans le Discord. On l'avait évoqué très très rapidement dans une des vidéos d'Héros du Bitcoin il y a quelques jours. Ça fait un peu vaciller parce que c'est exactement entre guillemets la même techno, le même protocole qui avait été utilisé pour Terra Luna d'un stablecoin entre guillemets algorithmique. Donc je crois qu'ils ont quand même doublé, voire triplé leurs collatéraux. Donc c'est un peu plus de 1,3 milliard de dollars, me semble-t-il, de collatéralisés. Bon, Tron, qui était plutôt bien résilient, ne l'est plus à ce moment-là. Donc faites très attention pour ceux qui sont peut-être un petit peu trop exposés sur TRX, parce que le marché décidera pour lui, pour le coup. La fracture émotionnelle au niveau de Terra Luna, c'est facile à reprendre en réalité. Vous dites passer exactement la même chose que Terra, ça fait ni une ni deux derrière. Donc faites extrêmement attention. Maintenant, on ne vend pas entre guillemets sur des supports, évidemment, donc on peut éventuellement attendre. Je vous dis juste extrême vigilance parce que ce type de bougie-là, c'est pas bullish. Moins 15%, c'est pas bullish sur Tron, alors qu'il était plutôt bien résilient. Soyez très vigilants. Je reviens juste sur BTC, je voulais vraiment vous en parler. On commence à s'accorder à dire, en réalité, ouais, c'est là, que je vais pas mettre ici, que
qu'il faut regarder plutôt les clôtures en trimestriel. Mais allons-y sur les clôtures trimestrielles, avec grand plaisir. Pourquoi pas y aller? Alors, on va regarder les bornes de Bollinger, ici. Et on s'accorde à penser qu'en réalité, le bon prix de Bitcoin au niveau des bornes de Bollinger, c'est grosso modo, alors j'avais vu la target de JP Morgan, c'était 38 000 $ exactement sur les bornes de Bollinger au niveau de la neutralité. Plutôt une représentativité plutôt, entre guillemets, fiable au niveau de la réelle valeur d'un actif ou d'un asset, que ce soit crypto-actif ou traditionnel. 38 000 $. Ok, passons en mensuel. En mensuel, vous avez une réelle valeur aux alentours des 41 500 $. J'ai pas vu cette target passer entre guillemets sur les médias, mais ça peut être très intéressant. Ce serait potentiellement beaucoup d'invalidation par rapport à une dynamique tendancielle et continuation de tendance baissière. Si on passe en trimestriel, puisque tout le monde s'accorde à dire que la plus importante bougie, c'est trimestriel, en réalité, on n'est pas encore sur notre réalité de la bande de Bollinger. C'est ça qui est important. Donc peut-être en réalité, le vrai prix de Bitcoin, si tout le monde s'accorde à dire qu'on veut le regarder avec un O majuscule en trimestriel, regardons le trimestriel, mais allons-y jusqu'au bout. À ce moment-là, le bon prix de Bitcoin, c'est 19 000 $. Et on voit que ça avait bien été travaillé au niveau de la neutralité lors des précédents tracks. Donc est-ce qu'on va aller à 13 000? Est-ce qu'on va aller à 12 000? Est-ce qu'on va aller à 4 000? Est-ce qu'on va aller où vous voulez? En tout cas, vous avez une piste de réflexion ici. Vous avez en fait également eu passé, très important, Bonodol, je parlerai de Washdo, etc. Naftar, on m'a demandé. Solonum, j'en parlerai demain avec grand plaisir. Je ne l'aborderai pas parce que sinon la vidéo risque d'être trop longue et en réalité il ne va pas vraiment se passer grand chose je pense sur le marché, mais je voulais vraiment vous parler au niveau de Glassnode. Je trouvais ça intéressant, il y a deux choses qu'il faut reprendre. Un, capitulation. Donc ça c'est la newsletter, je voulais partager dans le Discord directement. Vous pouvez ici traduire la page, mettez le petit widget de Google, c'est assez simple. Je vais essayer de retrouver Glassnode, voilà, juste ici. On en avait parlé du Real Price, en réalité c'est entre guillemets les holders, achat prix moyen des holders très long terme, qui ont un prix moyen au niveau du Bitcoin exactement sur les 23 213 $. À chaque fois qu'on est venu transpercer ce petit Realized Price, c'était plutôt bénéfique. Alors oui, on a eu le crack Covid ici, mais c'était plus une capitulation, je l'entends. Je pense qu'on est plutôt en train de pricer une forme de capitulation, et je pense que c'est ce qu'on tend à mettre. Je doute franchement que ça va être beaucoup plus profond, mais c'est quelque chose de très très personnel. En tout cas, on est venu, entre guillemets, sur ce prix, entre guillemets, moyen de holder long terme, et c'est généralement, en fait, une bonne zone d'achat quand on vient passer juste en dessous. On l'a aussi sur les profils lost, juste là, vous l'avez, on est bien rentré dans la capitulation, vous le voyez, c'est rouge maintenant, on l'aura bien mieux demain, je pense, je crois qu'on n'a pas encore les datas. Non, on les a pas encore, mais je pense que ce sera encore bien rouge demain, donc je pense qu'on est à peu près rentré là-dedans. Capitulation, c'est complètement acté, aucun problème avec ça. Et vous avez en fait de la réaccumulation, et en tout cas, il n'y a pas de vente entre guillemets de whales. On continue entre guillemets à engranger des bitcoins de ce côté-là. Vous avez en fait un papier qui est extrêmement bien réalisé au niveau de Glassnode, donc on est bien dans notre capitulation. Il y a des outils et des indices qui nous disent que ça n'a jamais potentiellement été une mauvaise idée d'investir sur ces niveaux de prix. Dernière chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'actuellement, MicroStrategy est sous l'eau et il y a un collatéral de 900 millions de dollars à payer dans le cas où Bitcoin serait en train de travailler sous les 21 000 $. Donc ça diverge entre les 19 000, 18 000, 20 000, 21 000 $. Je ne pense pas que leur collatéral, donc je ne me rappelle plus de la banque qui était dessus malheureusement, mais vous pouvez le retrouver assez facilement. En gros, vous vous rappelez, il y a quelques semaines, c'était au mois d'avril, je pense, ouais, il me semble que c'était au mois d'avril, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, MicroStrategy, dans la capitulation et dans la forte baisse, avait en fait collatéralisé des bitcoins en portefeuille pour en fait emprunter et acheter d'autres bitcoins et avait mis en collatéral des bitcoins. Donc ça représente à peu près 900 millions de dollars à l'heure où je vous parle. Si en gros on commence à vouloir faire capituler ce bonhomme-là, je pense qu'il pourra lever des fonds, mais c'est difficile de lever des fonds pour défendre un truc qui potentiellement ne vaut peut-être rien. Donc il faudra être extrêmement vigilant parce que ce qui pourrait se passer, c'est d'en fait d'être margin call. Margin call, ce serait dans le meilleur des cas faire ce qu'on appelle une vente OTC, donc sans passer par les market makers. Donc ça, ce serait très intéressant, ou par les échangeurs traditionnels, Binance, Gemini, Coinbase Pro, etc. Ou aller directement sur les échangeurs. Et à ce moment-là, la dernière fois qu'on a essayé en fait de balancer 1,5 milliard de dollars sur les échangeurs d'un seul coup, ça fait ce qu'on appelle l'effet Terra Luna. Donc je ne pense pas que ça se passera comme ça, je pense que ça passera plutôt inaperçu. Il a joué, il a perdu. Que vous vous appeliez Sailor ou que vous vous appeliez comme vous voulez, juste évitez entre guillemets de faire des leviers parce que c'est la meilleure façon, même si vous êtes milliardaire,
de vous faire en fait margin call. Alors bien sûr, ils ont des collatéraux qui sont extrêmement importants, etc. Il ne vendra jamais, néanmoins, il doit ce collatéral-là. Donc il le trouvera par n'importe quel moyen, mais en tout cas, il a besoin de il aura une obligation de pouvoir, entre guillemets, pousser ce collatéral. Et peut-être que c'est ce qu'on essaye de faire aussi capituler ces gens-là. Puisqu'il y a des gens qui sont sur le Bitcoin aujourd'hui, qui sont intéressés par les technologies blockchain, et notamment par Bitcoin, Ethereum, etc., qui ont les moyens financiers de faire plier ce marché. La question, c'est de savoir, est-ce qu'ils vont le faire ou pas, et pour quelles raisons. On le saura bien sûr potentiellement après, mais on ne le fera que le subir. Donc soyez extrêmement vigilants à ça. Juste aucune certitude, ça ne peut pas aller en dessous des 20 000 $, parce que c'est l'or, sinon il est margin call, on s'en fiche complètement. C'est pas du tout, entre guillemets, le sujet. C'est juste des réflexions que vous pouvez avoir par rapport à une situation qui pourrait potentiellement faire vaciller le marché de façon un peu plus profondément, parce que si Tesla ou Elon Musk commence à se dire je scelle tous mes bitcoins, c'est de la daube, partez du principe que sa population et son audience qui est extrêmement forte, bah, potentiellement pourrait sell également le bitcoin pour le suivre. Voilà, dans la capitulation, dans la perte, tout ce que vous voulez. J'en doute bien évidemment, mais malheureusement, dans un marché émotionnellement stressé, il faut en fait être peut-être un tout petit peu plus à l'écoute de ces FUD qui peuvent éventuellement nous traverser au quotidien sans pour autant agir dans la précipitation, etc. C'est pas le but. C'est pas parce qu'on a une news qu'on va sell le marché de façon exagérée ou shorter ce marché debout sur la table en levé x50. Pas du tout. Voilà, juste être un tout petit peu plus vigilant. Pour moi, tout sera drivé et pricé au niveau du S&P 500. Bizarrement, je ne suis pas inquiet. Je pense que la Fed n'ira pas à l'encontre de ce qu'elle avait décidé initialement, puisque c'est son rôle d'organisation d'être en fait droit dans ses bottes, en réalité. Donc, c'est régulier qu'on ait ce type d'événement. C'était juste pour vous le dire. Je me mouille peut-être un petit peu dans cette vidéo à vous dire ça, mais honnêtement, il ne se passera pas grand-chose, et j'ai vraiment un doute comme quoi, en fait, ça va passer à 0,75. Maintenant, si c'est le cas, parce que pour le coup, je n'ai pas de boule de cristal, et je ne sais pas ce qui va se passer demain, ce soir à 20h. Dès lors, je pense que c'est déjà pricé par le marché. Parce que je pense qu'on l'a suffisamment bien pricé, parce que c'est le consensus. Et généralement, le marché price le consensus. Sell the rumor, buy the news, si la news est bonne potentiellement, avec des valuations de marché, etc. Donc ce sera 20h ce soir. Soyons vigilants. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On parlera Watchdo, Naftar, etc. Bybit et tout ça par rapport à la vidéo de demain. Comme ça, on aura un petit peu de temps, ce sera vraiment sympa. J'espère que je vous ai aidé dans cette vidéo. Ciao.